Alors, on se dirige de toute évidence vers une guerre longue, et je voudrais, à ce propos, que nous rejoigne maintenant Gérard Araud. Gérard Araud, ancien ambassadeur de France à Washington. Bonsoir Gérard Araud, merci d'être avec nous. Bonsoir. Parce que, Gérard Araud, dans la perspective de cette guerre longue, vous avez publié une tribune dans le journal Le Point qui a fait beaucoup réagir. C'est-à-dire, vous avez dit, il faut accepter le monde tel qu'il est. Nous ne pourrons pas tuer l'armée russe, nous ne pourrons pas tuer la Russie. Donc il faudra, face à cette situation, négocier avec la Russie. Négocier avec le diable? Oui, ce ne serait pas la première fois, c'est ce que vous dites dans cette tribune. Parler signifie, si on veut, atteindre un accord, faire des concessions. Donc si on parle avec les Russes, ça veut dire qu'il faudra faire des concessions aux Russes. Est-ce à dire qu'on fera confiance à Vladimir Poutine ou à la Russie? Pas forcément. Mais vous dites qu'il faudra que cet accord, comme tous les accords, si c'est un bon accord, soit un rapport de force. La Russie ne respectera un accord que si elle y est obligée par le rapport de force. Vous n'êtes pas pro-russe, Gérard Araud. Vous défendez, dans ce conflit, l'Ukraine. Vous défendez la démocratie contre le régime autoritaire, l'agressé contre l'agresseur. Mais vous dites, ça nous déplaît, c'est une pensée désagréable, mais il faudra faire des concessions. Est-ce qu'en disant cela, malgré tout, vous n'avez pas le sentiment que vous pourriez décourager l'effort de guerre qui vise à vaincre, qui vise à défaire l'armée de Vladimir Poutine? Bon, d'abord, je ne suis pas sûr que les Ukrainiens lisent vraiment les chroniques du Point et en soient bouleversés. Non, en réalité, ce que j'essaye de faire, c'est... Il y a le champ du souhaitable, et nous partageons tous les mêmes vœux. Hein. C'est la victoire de l'Ukraine. Alors certains rajoutent des réparations, livrer Poutine à Nuremberg, pourquoi pas. Ça, c'est le champ du souhaitable. On souhaite tout ça. Moi, j'essaye de poser la question, mais est-ce que c'est possible? Et si je le fais, c'est pas seulement une fantaisie d'ambassadeur vieillissant, c'est qu'en réalité, le chef d'état-major de l'armée américaine, qui n'est pas un mou et qui est pas incompétent en affaires militaires, a déclaré à 2 reprises qu'il est improbable que l'Ukraine recouvre tous les territoires qui ont été pris par les Russes. La Rand Corporation, qui est vous savez, un institut de recherche californien, qui n'est pas non plus un repère de pacifistes, il faut bien dire, on pense qu'on le traite de cœur de la machine militaro-industrielle américaine, a fait un rapport en disant non, nous allons vers une guerre longue parce que tout simplement les Ukrainiens ne pourront pas récupérer tous les territoires. Donc moi, c'est mon premier objectif, c'est qu'il y ait un débat sur le thème. Arrêtons de dire il faut que l'Ukraine gagne, mais arrêtons et disons qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est possible raisonnablement à un coût raisonnable dans la pensée, mais alors ça c'est mon opinion, qu'une guerre longue n'est de l'intérêt de personne. Et voilà. Donc, alors voilà. vous appelez de vos voeux un débat, et ben, le débat il a lieu. Général Trinquant, est-ce qu'il faut, dans cette perspective, s'apprêter à faire des concessions à Moscou? Alors, le premier point, je voudrais reprendre ce qu'a dit le général Miles, sauf à me tromper, il a bien dit exactement ce que vous avez dit, mais il a dit pour 2023. Donc ça veut dire... Moi, l'objectif, c'est, et ça rejoint un peu Prigojine d'une certaine façon, c'est-à-dire, je ne vois pas l'Ukraine gagner en 2023, et Prigojine, lui, du côté russe, dit il faudra 2 ans pour conquérir ça. Donc, qui va conquérir entre les deux? Je ne sais pas. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il y a... Je veux dire, le général Miles n'a pas dit il y a impossibilité de regagner les frontières ad vitam aeternam. Hein. Il a dit 2023. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que moi, on se pose beaucoup de questions sur le raisonnable, etc. Moi, je suis assez d'accord. Mais moi, je suis de ceux qui disent y penser beaucoup, n'en parler jamais. Aujourd'hui, il faut vaincre. Et le rapport de force est aussi un rapport dans l'échange. Et vis-à-vis du président Poutine, il faut que le président Poutine voit bien qu'il n'y a pas de concession et qu'on ira jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire, et ça je suis convaincu que ça existe, qu'il n'y a pas des canaux de discussion qui disent, bon, qu'est-ce qu'on fait dans 1 an, dans 2 ans, etc. etc. Voilà ma position. C'est un premier point. Voilà. Vincent. Quitte à renouveler un débat que nous avons déjà amorcé sur ce plateau la semaine dernière, le possible. Est-il possible que l'Ukraine l'emporte? Oui, à condition qu'on lui en donne les moyens. Et si il est possible que l'Ukraine l'emporte? Oui, si on lui en donne les moyens, dans la durée et avec constance et consistance. Moi, je décèle, peut-être à tort, dans la tribune de Gérard Araud,
ce qu'on appelait jadis au parti une contradiction interne. C'est-à-dire que quand je lis, et je le cite, « La Russie ne respectera un accord que si elle est obligée par le rapport de force », soit. Bon. Mais imaginez à cet instant-là, à l'instant T, l'obligation de faire des concessions à Poutine, c'est d'ores et déjà altérer le rapport de force au détriment des Ukrainiens. Donc il y a là un problème de temporalité. Qu'un jour on en vienne à ce que Volodymyr Zelensky lui-même imaginait, bien avant Boutcha évidemment, mais au début du conflit, à savoir négocier un statut transitoire pour la Crimée, négocier une longue période également transitoire pour le Donbass, peut-être qu'on y reviendra un jour. Mais je pense que dire cela et l'écrire a fortiori maintenant, c'est, encore une fois, prendre le risque d'altérer le rapport de force que l'on considère comme capital au profit, objectivement, de la Russie. Gérard Haraud. Bon, d'abord, sous le contrôle, moi je discute avec pas mal de militaires français et d'actifs, et le sentiment général est qu'on s'achemine vers une guerre de position où on calculera par centaines de mètres et par milliers de morts. Voilà, c'est plutôt le sentiment, et donc que nous avons devant nous. Alors bon, évidemment qu'on ne peut pas aller au-delà de 2023 dans nos prévisions, mais nous allons aller dans ce genre de guerre. Ensuite, de dire oui, l'Ukraine peut gagner, ça c'est une pétition de principe. Hein. Moi, je ne suis pas un militaire, donc moi, ce que je vois autour de moi, une sorte de, peut-être pas de consensus, mais le fait que ce que dit le chef d'état-major de l'armée américaine correspond assez à l'analyse de nos milieux militaires. Alors, voilà. Le général Trinquant disait il en parlait pour 2023. 2023, d'accord. Mais vous savez, au-delà de 2023, c'est déjà c'est l'éternité. Hein. Donc 2023, mais de nouveau, considérer avec, comment pourrait-on dire, égalité d'humeur, le fait d'avoir une guerre qui va coûter des dizaines, des centaines de milliers de morts comme ça pendant encore 11 mois, enfin vraiment, voilà, il peut... Et donc aujourd'hui, ils ne veulent pas négocier, ça c'est une évidence, les Russes et les Ukrainiens veulent en découdre. Dans 2-3 mois après ces offensives, ces contre-offensives, etc., voilà, est-ce que moi je dis simplement ça, est-ce que les Occidentaux, nous disons simplement, bon ben voilà, on a devant nous 8 mois de guerre et on verra ce qu'il en sera, ou est-ce qu'on essaye de sortir de cette logique? Ce que dit Vincent, Mais on ne peut pas négocier. Hein. Ce que dit Vincent, je ne parle pas de négocier. Hein. Il y aura oui. pas de Aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de paix entre la Russie et l'Ukraine. On le sait très bien. Les Ukrainiens ne lâcheront jamais les provinces qu'ont annexées l'Ukraine, et et la Russie, de son côté, n'acceptera jamais de renoncer aux provinces annexées. Donc la question n'est pas... La question, c'est un armistice ou un cessez-le-feu. Mais à la coréenne. Si on veut établir un rapport de force, il ne faut surtout pas laisser entendre à Poutine qu'on va faire des concessions. C'est pas Gérard Haraud qui va ébranler le rapport de force, soyons clairs. Moi, je participe à un débat et il est évident que j'espère que pendant les 2 ou 3 mois d'offensive qui viennent, nos autorités politiques, et en particulier la France et les États-Unis naturellement, essaieront de réfléchir à cet avenir sombre qui est devant nous, celui d'une guerre longue, sanglante, dévastatrice, et de voir est-ce qu'on peut y mettre un terme. Et y mettre un terme, naturellement, avec le fait que l'Ukraine doit rester un pays indépendant, et sa sécurité doit être garantie. Galia. Moi, je pense qu'il faut quand même qu'on se penche sur, en effet, le sort du Donbass et de la Crimée. La Crimée a été annexée en 2014. La Russie a fortement aidé les soi-disant républiques du Donbass, mais qui représentaient à peu près un tiers du territoire du Donbass. Pendant ces 8 ans donc, de l'existence des républiques du Donbass, la population qui a été pro-ukrainienne en très grande partie est partie en Ukraine. Il y avait aussi beaucoup de gens, plus d'1 million, qui sont partis vers la Russie. Ce sont des territoires difficilement assimilables pour l'Ukraine aujourd'hui. Ce n'est pas qu'on ne peut pas du tout les libérer, mais je ne sais pas comment les Ukrainiens, si jamais ils les récupèrent, vont gérer l'état d'esprit de la population. Donc, c'est une question qui, en effet, est plus délicate. Mais donc, vous dites ça, par exemple, ça peut faire partie de négociations, d'éventuelles concessions? Ça peut peut-être faire partie d'éventuelles conditions, à condition que les troupes russes reviennent au moins aux frontières de 23 février 2022.
parce que ces territoires que les Russes ont conquis maintenant, ils sont en train d'être russifiés. Il y a des déportations massives de la population. Les Russes, si on peut négocier avec eux, je pense que la moindre des choses aurait été le retour volontaire, bien entendu, À ces frontières-là. des populations déplacées et donc la paix avec un statut qu'il est difficile de définir de Donbass À l'avance, et mais- de la Crimée. Mais encore une fois, le problème, c'est que maintenant, le Donbass aussi a été formellement annexé. Il a été annexé dans les frontières administratives des oblasts et non pas du tout dans les Mais donc, frontières. vous allez plutôt dans le sens de Gérard Haro. Un Non, terrain je de ne veux- discussion n'est pas à exclure compte tenu Mais- des difficultés qu'il y aura à reprendre et à gouverner ces territoires-là. Non, mais c'est intéressant. Je parle pas de négociation. Moi, je parle, par exemple, de la solution coréenne. C'est tout simplement un armistice. Donc, personne ne reconnaît les frontières de l'autre. Donc, les Ukrainiens ne reconnaissent pas l'annexion, les Russes ne renoncent pas à l'annexion. Mais nous avons un armistice. Et en Corée, ça dure depuis 1953. Vous voyez. Emmanuel. Oui, où le cessez-le-feu entre le Japon et la Russie dure depuis à peu près 77 ans. Exactement. Depuis 1945. Mais moi, ce que je retiens dans la tribune de Gérard Haro, c'est l'après. Parce que cessez-le-feu est une chose. Après, c'est la manière dont on va penser notre voisinage, la manière dont on va penser l'architecture de sécurité, la manière dont on va penser la relation sur le long terme avec la Russie. Nous n'allons pas, à notre tour, essayer d'envahir la Russie. Donc, à un moment ou à un autre, il faudra penser à la manière dont cette architecture se construit, avec une Ukraine dans l'Union européenne, avec une Finlande et la Suède dans l'OTAN, une Ukraine et la Moldavie dans l'Union européenne également. Moi, je crois Et que dans l'OTAN, peut-être. dans un deuxième temps. Disons que pour l'instant, formellement, la demande a été faite pour entrer dans l'Union européenne. Ce que je retiens aussi dans la tribune de Gérard Haro, et d'une certaine façon, il est dans son rôle d'ambassadeur, de proposer une logique de négociation. Ce que je retiens aussi, c'est qu'aux États-Unis, les diplomates sont plutôt va-t-en-guerre, et c'est plutôt les militaires qui sont dans une logique de tenir compte de ce rapport de force. On pourrait évoquer aussi le fait que William Burns, le chef de la CIA, quand il s'est rendu à Moscou, a proposé non pas des concessions ou des compromis, mais a évoqué le fait que Donc vous aussi, vous dites cette démarche-là, elle s'entend. bien sûr, je ne valide pas ni n'invalide, je dis juste que j'entends le propos qui consiste à dire qu'à un moment donné, C'est diplomatique. tout le monde en est d'accord. Oui. Vous voyez. Que tout le monde... C'est Vous diplomatique, voyez, vous monsieur. imprégnez ma parole. Je m'imprègne de votre pensée plutôt. Je crois que ce qui est important, c'est la temporalité. Et puis d'une certaine façon, Donc la temporalité, c'est-à-dire c'est pas le moment de dire ça, c'est ce que vous voulez dire. personne ne veut négocier pour l'instant. Voilà, c'est ce que je dis. Personne, ni les Bon. Ukrainiens, ni les Russes, et encore nous, moins. Petit Dernier je point, veux parler de- rapidement. Après, il faudrait aussi qu'on s'entende sur ce que les Russes veulent vraiment. Parce que j'ai en tête une déclaration il y a quelques jours de Margarita Simonian. Vous savez qui est Margarita Simonian, hein, donc tu référaire aussi de Vladimir Poutine, qui elle-même s'interroge en disant c'est pas très clair. Au début, on nous avait parlé d'une dénazification, d'une déotanisation. Maintenant, on nous parle seulement de la reconquête du Donbass, le 24 février. Donc, quel est l'objectif du point de vue de la On Russie? verra le discours de Vladimir Poutine Oui, le 24 la semaine février. prochaine. J'ai juste une question à vous poser, Ouais. Gérard Haro. Personne n'aurait imaginé que les Ukrainiens puissent reconquérir Kherson. Personne n'aurait imaginé que les Ukrainiens puissent reconquérir Izium. Donc est-ce qu'aujourd'hui, ça n'est pas tirer un trait sur la possibilité de victoire ukrainienne que de dire ils n'arriveront pas à reprendre les territoires perdus depuis le 23 Alors, février? d'abord, si vous me permettez, pour compléter ce que dit monsieur Dupuis, du côté des Américains, et c'est un côté important, les Américains, l'administration, le président Biden lui-même n'est pas du tout va-t-en-guerre. Les Américains, depuis le début, essayent de contenir l'escalade, d'éviter l'escalade. Il est très clair, je connais bien les Américains, que pour eux, ils voudraient s'occuper de la Chine, que vraiment l'Ukraine, ils voudraient se sortir de ce bourbier et ils ne veulent pas s'y enfoncer encore plus. En ce qui concerne le côté militaire, mais je ne suis pas un expert militaire. Moi, je dis simplement, justement, mais qu'on en parle, que nos experts militaires nous disent à quelles conditions. Alors évidemment, après, on peut dire, ben oui, mais ça sera démenti par les faits, mais on est obligé quand même de se fonder sur des avis d'experts, que les militaires nous disent. Quel est, selon vous, le scénario le plus probable? Est-ce que l'on peut modifier ce scénario pour aller dans le sens d'une victoire totale de l'Ukraine ou au contraire, est-ce que c'est la guerre longue qui est le scénario qui me semble être de plus en plus celui que l'on retient? Général Trinquant. Oui, simplement sur l'avis militaire et sur le fait qu'on arrive à une guerre d'usure où ça ne bouge pas. Vous avez parfaitement raison de rappeler ce qui s'est passé à l'automne, qui a surpris
également les analystes militaires français et américains de l'époque. Personne ne pensait que Kharkiv serait enfoncé, personne ne pensait que Kherson serait évacué. Et donc, les Ukrainiens ne sont pas à l'abri de nous faire une autre surprise. Mais c'est vrai que dans le rapport de force... Ou les Russes. Dans le rapport de Ou les force, Russes. Oui, alors moi j'y crois moins pour une raison simple, c'est que les Russes n'ont pas changé leur tactique. On en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est leur tactique? C'est l'artillerie. On bombarde, on bombarde, on bombarde et on fait avancer des vagues d'assaut. Ce qui provoque le grignotage actuel, qui est le début de l'offensive. Tout le monde dit, est-ce que l'offensive a démarré, pas démarré? Elle a démarré. Elle a démarré. Elle est en cours. Mais avec les moyens russes et comme ils le font, comme ils l'ont fait, souvenez-vous, jusqu'à l'été. Ils ont appliqué la même technique. Il n'y a pas eu de raid blindé, il n'y a rien eu. La surprise, elle est venue des Ukrainiens, qui ont été capables de surprendre les Russes, d'attaquer, et qui se sont arrêtés à Kharkiv. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils allaient trop loin. Et que, logistiquement, ils ne pensaient pas enfoncer les Russes comme ça, et ont dû s'arrêter. Et à Kherson, ils ont fait reculer d'un seul coup. Donc je pense, les Ukrainiens beaucoup plus capables d'initiative et de surprise sur le territoire que les Russes, qui, eux, vont avancer avec leurs moyens. Mais alors, bon, peut-être que les Ukrainiens n'en auront pas les moyens. La Russie est la deuxième industrie d'armement au monde. Oui, oui. 150 millions d'habitants, un PIB qui est 10 fois supérieur au PIB de Dans l'Ukraine. 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Voilà. Voilà. Il en va Aujourd'hui, Ouais. il leur faut 3 ans avec leurs usines pour recompléter les chars qu'ils ont perdus. 3 ans, donc c'est pas pour cet été. Il en va du potentiel militaire comme de l'intelligence humaine. La question n'est pas de savoir si on en est doté, mais quel est l'usage que l'on en fait. Quel est l'usage que l'armée russe fait de cette suprématie Excusez-moi, supposée? mais je voudrais, enfin, je veux pas. C'est un point qui est quand même assez frappant. Je regardais un peu ce que vous montriez, donc cet incident tactique. 95% des informations que nous avons viennent du côté ukrainien. Ces informations, à l'heure actuelle... Ou du côté occidental. Ou du côté occidental. Ou des mais nous bloqueurs sommes sur le militaires même russes côté. qui sont parfois Ou plus les mêmes féroces que les Occidentaux. Ou les mêmes côtés. Nous n'avons pas d'informations du côté russe. Si. À l'heure actuelle, très peu, vraiment, très très peu. Ils sont Aujourd'hui, mensongers, voilà, mais je dis le fait. Je dis pas que les Russes n'en sont pas responsables. Le fait. Aujourd'hui, par exemple, je rencontre un journaliste qui me disait que la région de Bakhmout n'est accessible du côté ukrainien à personne. N'est plus accessible. Les Ukrainiens interdisent aux journalistes d'aller dans toute la zone. Et l'hypothèse du journaliste était qu'il fallait retarder la chute de Bakhmout après le 24 février. Donc il y a aussi ce côté information. Vraiment, tous les films que vous projetez, parce que c'est les seuls dont vous disposez, proviennent du côté ukrainien. Et évidemment, c'est une guerre. La guerre, il y a une guerre d'information. Les Ukrainiens ont gagné la guerre d'information. Mais je ne leur reproche pas. Les soldats russes, en l'occurrence, Factuellement, c'est inexact. ce sont des Voilà. flics Les russes. vidéos où Voilà. les soldats russes se plaignent de manière récurrente de la médiocrité de leur équipement, elles ne sont pas fournies par la télévision ukrainienne. Les blogueurs militaires russes, les faucons, les plus bellicistes, etc., ils sont alignés sur la stratégie du Kremlin. C'est une source d'information qui est utilisée ici comme ailleurs. On ne peut pas dire que l'information provient exclusivement du côté Non, je n'ai pas dit ukrainien. C'est exclusivement. inexact. J'ai dit 90%. Tous les films que vous avez sont des films qui proviennent des opérations, sont des films ukrainiens. Mais Gérard Haro, est-ce qu'on peut mettre sur un même plan ce que dirait Moscou ou ce que dirait Kiev? Ah non, mais c'est C'est-à-dire- une guerre. Et dans une guerre, quand vous êtes Et je dirais la même chose pour la France. La France, si elle était en guerre, devrait gagner la guerre de l'information. Et donc la France mentirait. C'est normal. C'est la guerre de l'information. Nous vivons dans un monde réel. Sauf- C'est une. Et c'est- Sauf que les images que nous voyons Ouais. sont effectivement des images qui viennent de l'Ukraine, mais parce que les Russes ne fournissent aucune image Mais je suis d'accord. sur leur victoire, Totalement, entre totalement. guillemets. Sur Mais les leur Russes, victoire. le système, la Russie, et sans doute à cause de son système autoritaire, centralisé, tout ce que vous voulez, la Russie a perdu la bataille de l'information. Mais c'est aussi S'il fallait que- choisir, je crois que je préférerais les mensonges de l'agressé aux mensonges de l'agresseur. Mais ça, c'est pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est des mensonges quand même. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on prend parfois la Russie en flagrant délit de mensonges évidents. Ça arrive moins pour l'Ukraine. C'est arrivé. Oui, c'est arrivé. Et, De l'opacité. et on l'a fait remarquer. Et l'opacité. Et on l'a fait Quelles sont remarquer. les pertes, par exemple? Mais il faut bien reconnaître que ça arrive beaucoup moins souvent. Bien Galia, sûr. un dernier mot. Oui, bien sûr, les Ukrainiens, je pense, ne mentent pas, mais probablement occultent certaines informations. Et par exemple, on n'a pas du côté ukrainien, comme d'ailleurs du côté russe, on n'a pas d'informations fiables sur le nombre de blessés et de morts. Mais les Ukrainiens ne donnent pas les chiffres du tout.
alors que les Russes donnent des chiffres complètement mensongers. Vous voyez, c'est ça la différence. Alors, il y a des chiffres occidentaux sur les pertes, cela, il nous arrive. Hein. Emmanuel, un dernier mot. Dernier mot, en revenant sur ce qu'a dit Jens Stoltenberg, encore secrétaire général de l'OTAN, qui fait un aveu, une concession, hein, enfin une évocation d'une réalité qu'on ne peut pas dénigrer sur le fait que nous aurons du mal à tenir une guerre très longue, car nous avons moins d'obus que n'en ont les Russes. On parle de des millions d'obus qu'ils auraient en stock. Donc, d'une certaine façon, ce n'est pas du défaitisme de rappeler les difficultés de tenir cette guerre longue. Par contre, à un moment ou à un autre, on est tous d'accord sur ce plateau, et je pense sur tous les plateaux, pour dire qu'il y a un agressé et un agresseur, et que parfois la neutralité sert l'agresseur. Voilà. Parce Alors, que c'est d'une certaine façon lui donner une sorte de raison d'avoir fait cette agression. Donc il faut être très vigilant sur les mots, mais je ne c'est pas ce que je ne fait vise Gérard pas du Haro. tout. Je précise, je ne vise pas du tout la tribune de Merci Haro. Gérard Haro, mais- merci d'être de rien. venu vous expliquer, c'était très intéressant. Et le débat, c'est le débat. Et tous les points de vue s'expriment. Et c'est très intéressant aussi de vous écouter. Merci beaucoup Dominique, merci Vincent, merci Emmanuel, merci Galia d'avoir animé.